Il y a une voiture qui a failli me foncer dessus, donc j'ai dû voler dans un fossé, mais je me suis bien amoché le genou. C'était l'ultra biking, c'était de 40 à Andenne. On a 40 heures pour faire entre 600 et 800 km. J'avais au mois de juin, début juin, j'avais les championnats du monde d'ultra triathlon. Du coup, ouais, je me suis dit, on va pas trop forcer. Du coup, pour le double Ironman, où là, il y avait vraiment de l'intensité, c'était du tarmac. Je me suis dit, si je fais ça début de saison, ça va vraiment entamer. Donc, je me suis dit summum, et alors fin août, je fais l'Ironman de Suisse aussi. Bienvenue dans cet épisode Objectif Finisher. Je sais pas si tu as remarqué, mais souvent sur les épreuves d'ultra endurance, les résultats sont très aléatoire. Alors justement, je suis allé rencontrer Julien Deneyer dans cette perspective pour savoir comment lui, il arrive à être stable, comment il arrive à être régulier dans ses épreuves, notamment que ce soit sur l'Enduroman où il a battu le record en 2023, cette année où il revient tout juste de Summum Mont Blanc où il a battu mon propre record de 2 heures, à nouveau j'ai envie de dire, puisque oui, l'Enduroman c'était moi qui avais le record et là c'est encore Julien qui me bat, donc on a une histoire très liée lui et moi. Tu vas découvrir ça tout de suite dans cet épisode et donc découvrir aussi comment il a réussi à craquer toutes ces épreuves, comment malgré tous ces facteurs aléatoires, notamment la maladie, parce que parfois il arrive sur des épreuves et il est malade, comment il arrive à surpasser ça et à être très performant. Je te rappelle au passage qu'Objectif Finisher est indépendant, c'est toute ma communauté qui le finance, donc si tu veux t'abonner, si tu veux ne rien manquer d'actualité, je t'invite tout de suite à t'abonner et à suivre notre actualité. Et c'est un épisode un peu spécial pour cet été, plus court, il sera plus court, parce qu'aujourd'hui je vous invite à redécouvrir un de mes invités que j'ai eu il y a maintenant plus d'un an, qui s'appelle Julien Deneyer. Il vient de l'autre côté de la frontière franco-belge et Julien vient de participer à une épreuve qu'il va nous raconter. Et on va commencer par ça, tout simplement. Mais comment ça va depuis un an déjà? Puisque nous, c'était le podcast, c'était bien plus d'un an, même c'était un an. Ouais, c'est février 2024. Ouais, Julien, c'est précis, hein. Bon, ouais. Avec Julien, c'est précis. Tu nous avais raconté ton parcours, qui tu étais, et puis aussi cette épreuve Enduroman, puisque tu l'as faite 3 fois, ouais, Enduroman. Donc tu le connais bien, hein? Je connais bien, ouais. Et qu'est-ce que tu aimes bien dans ce type d'épreuve? Dans l'Enduroman, moi, ce que j'aime bien, c'est la proportion de natation qui est très grande par rapport au reste. Et, la traversée de la Manche occupe quasiment... on va dire un tiers, mais bon, un tiers c'est beaucoup par rapport au format Ironman où c'est à peine un 8e ou un 10e, donc c'est ça qui me plaît, c'est qu'il y a beaucoup de natation, et donc on peut s'exprimer à fond dans les 3 disciplines sans avoir une discipline qui est moins nette, quoi. Oui, ça peut paraître fou pour ceux qui aiment bien faire les triathlons en se disant traverser la Manche à nage, ça paraît complètement dingue, mais dit comme ça, c'est un tiers en termes de temps. Ouais. C'est à peu près, les proportions c'est à peu près les mêmes en course à pied, en nage, en vélo. Plus ou moins, ouais. À peu près. Hein. Ouais. C'est ça qui est intéressant dans l'Enduroman, en fait. C'est pas tant les distances, c'est le temps à accomplir pour chaque épreuve. Ouais, tout à fait. Rappelle-nous, t'as mis combien de temps pour faire traverser de la Manche? Traverser de la Manche, j'ai mis 13 heures. 13 heures et quelques minutes, 2-3 minutes. Ouais. Moi, ça reste encore une énigme. Hein. Depuis le temps que je connais cette épreuve-là et que je regarde et que je suis observateur, ça reste... Moi, je me dis, je sais pas ce que tu en penses, que le temps réalisé par les nageurs, en fait, les athlètes qui traversent, c'est pas lié à eux, quoi. Ouais, c'est vrai. Moi, j'ai fait 3 fois la Manche, j'ai fait 3 fois 13 heures. Et à chaque fois, avant de démarrer, le marin me demande ma vitesse. Et on dirait qu'il se cale, comme ça, ouais, c'est vrai que quand je vois des gars qui font 8 heures, 9 heures, c'est... Ouais. Alors que potentiellement, pour moi, tu fais partie de ceux qui pourraient nager largement moins de 10 heures. Ouais, les courants, les marées, tout ça, c'est vrai, c'est difficile à dire. Je sais pas trop. Bon, moi, je suis content avec 13 heures, mais c'est vrai que, vu ce que je fais sur Ironman, vraiment, on pourrait calculer mieux maintenant. C'est difficile après 10 heures de nage. Entre nous, on pourrait dire oui, il y a les coefficients de marée, le vent, etc. Mais moi, mon intime conviction maintenant, c'est que si le pilote, il a envie que tu fasses 10 heures, tu feras 10 heures. S'il a envie que tu fasses 13 heures, tu feras 13. Ah ouais, c'est sûr, ouais. Je suis quasi sûr, ouais. C'est des chiots. Hein. Ça restera entre nous, on leur dira pas, parce qu'ils comprennent rien du français, que tous des anglais. Ouais, je pense qu'ils savent ce qu'ils font, en tout cas. Ouais. Et tu n'aurais pas pour projet d'ailleurs de faire une tracée de la Manche en bonne connaissance du pilote, de confiance, etc. Et te dire, bon là, on se dit les choses et puis je vais faire, je sais pas... Ah ouais, j'ai déjà essayé, mais c'est hyper fermé, hein, donc à part les Anglais, on peut pas...
On peut pas trouver quelqu'un d'autre, hein. Sinon c'est pas... Pour l'enduroman, en tout cas, c'est pas validé. Et pour le reste non plus, mais ouais, non, ça me tente très bien d'avoir un pilote de confiance, ouais. Ça te frustre pas trop, non? Il y a d'autres choses à faire en attendant ou... Ouais, non, bah c'est bien. Déjà l'avoir fait 3 fois, c'est déjà rare. D'avoir la possibilité de se lancer 3 fois, parce qu'avec la météo, parfois, c'est out. Et puis de la finir 3 fois aussi, la traversée, c'est... Voilà, non, je suis content, mais c'est vrai que j'aimerais bien faire un temps une fois. Et tiens, pour ceux qui t'écoutent, qui se disent, vous pouvez déjà réécouter le podcast avec Julien, Objectif Finisher, hein, qui a été enregistré en 2024, donc. Et vous allez avoir de la réponse à pas mal de questions sur votre préparation. Mais toi, aujourd'hui, si tu as une personne qui vient te voir, qui te pose la question, Julien, 2-3 conseils comme ça pour faire un enduroman, peu importe le temps, mais bien réalisé, propre. Je me suis préparé pour ça, mais quels sont tes 3 conseils, quoi? Pour un enduroman, c'est pas attendre de trop. Enfin, c'est vraiment savoir développer ses capacités de résilience. Parce que ce soit avant ou pendant l'épreuve, il va y avoir des couacs, c'est jamais vraiment comme on le souhaite. Et donc, il faut pas mettre trop d'espoir dans l'enduroman, parce que déjà, on ne sait pas si on va y participer. Et puis de 2, c'est la souffrance à partir de 4-5 heures de course. C'est ça qu'on commence à avoir mal. Donc il faut développer d'abord sa capacité à résister à la douleur et à être résilient. Et puis après, la préparation physique, c'est... Ouais, si on part de 0, il faut au moins, je pense, 2-3 ans de sport continu et persistant. Maintenant, si on vient déjà d'une base enduroman, je pense qu'il faut vraiment développer sa capacité en natation et à nager vraiment longtemps. Ouais. Voilà, ça c'est conseils principaux. La base. Et tu mets, pour le coup, l'aspect mental, résistance à la douleur, la résilience, avant la préparation physique, ou non, ça va te perdre? Ouais, non, parce qu'il y a des... Bon, en enduroman, on voit, il y a des gars qui sont pas hyper fit et qui terminent parce qu'ils lâchent rien, quoi. Donc pour moi, c'est le mental qui joue en premier, ça c'est sûr. Dans des épreuves si longues, le corps suit, si le mental suit pas, c'est fini, hein. Et puis là, pour le coup, l'épisode que moi, je ne me lasse pas de l'écouter, en fait, cet épisode. Ton histoire, en fait, c'est tellement épique. Et la dernière fois que je l'ai écouté, c'est il n'y a pas si longtemps que ça, c'était avec Arnaud, qui lui... Des fois, je t'appelle Arnaud, hein, tu m'excuses de la confusion, parce qu'il y a beaucoup d'Arnaud qui est sur les enduroman, les summums et tout. Et donc, le prochain qui fera le summum, on va en parler tout à l'heure, s'appelle Arnaud. Et quand je faisais le parcours vélo en voiture, pour qu'il puisse assimiler un petit peu toute cette partie-là, eh bien, en fait, il me disait, en t'écoutant, mais c'est un truc de dingue. C'est un truc de baboule. Et là, pour le coup, j'ai pas pu dire autre chose quand on dit ce mec-là, c'est une machine. J'aime pas du tout cette expression. Souvent, on est des humains, avant tout, on n'est pas des machines. Mais alors, toi, quand on écoute cet épisode, on dit ouais, quand même, il a physiquement, psychologiquement, mentalement, il a dû mettre tout un tas de paramètres de côté pour pouvoir quand même faire continuer à tourner la machine pour le coup. Et c'est dingue. Enfin, comment on avait fait l'épisode quand même, il y avait un petit peu de recul par rapport à ton enduroman, mais là, il y en a encore plus aujourd'hui. Tu dis quand même, ça t'étonne encore de ce que t'as fait, de battre ce record dans les conditions que... le record pour moi c'est annexe parce que c'est tellement là une petite marge, mais c'est ma capacité à avoir mis toutes mes émotions de côté, d'avoir éliminé les problèmes, de pas rester sur les problèmes qu'il y a eu, etc. Et d'avancer quand même, et on voit au fur et à mesure, même quand 10-15 minutes avant on se dit on n'y est pas, finalement on y arrive, donc il faut, c'est rester dans le moment présent, éliminer toutes les émotions, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, pour avancer comme une machine. Donc c'est vraiment débrancher le cerveau et y aller à fond. Sinon on perd trop de temps à divaguer dans ces émotions et on se perd dedans. C'est tellement ça. T'en suis des fois des gars les filles qui font l'enduroman de loin, en regardant, en disant là je sais qu'il va y arriver parce qu'il est en mode machine entre guillemets, mais puis nous le dire, où là je sens qu'il y a il y a pas assez de lâcher prise, et trop dans la maîtrise, peut-être parfois les émotions dont tu parles, qui sont trop présentes. T'arrives à sentir ça ou... Via le tracker on sait pas trop voir, mais c'est vrai que il y a 2-3 gars que je vois, et puis on sait direct s'ils vont y arriver ou pas, d'office. C'est assez dingue. Il faut vraiment se détacher de l'épreuve, quoi, pour pouvoir y arriver. C'est un petit trick comme ça, mais si on est trop investi, si on
si on veut trop bien faire, si on veut se fixer des choses trop précises, l'enduroman, il va nous avoir d'office. Hein. Si c'est vraiment l'inconnu, il faut accepter que ce soit l'inconnu. Ouais, l'inconnu, tu parlais de couacs, il y a tellement de couacs, et d'ailleurs, ouais, quand on écoute certains, à la fin de l'épreuve, qui entre guillemets, je dis entre guillemets, hein, se plaignent de pas avoir fait ci comme il fallait, de pas faire ça comme il fallait, et qu'il y avait du monde sur la route, il y avait des bouchons, et puis je me suis perdu, et le tracker a pas marché. Enfin, ça c'est toute ton histoire, et ça t'a pas empêché de faire un tour assez exceptionnel. Ah ouais, mais c'est tout le monde, hein. Tout le monde a en fait. Ouais. Mais t'as ce détachement, cette humilité entre guillemets par rapport à l'épreuve telle qu'elle incarne, en fait, tout ce qu'elle représente comme un prévu, et de faire avec finalement, quoi. Et t'acceptes tel que. Ah, il faut, bah ouais, on n'a pas le choix, c'est comme ça, ouais. Ouais. Et comment tu fais toi par rapport à ça? Parce que t'as une profession, un métier dans lequel c'est chirurgical. Et pour le coup, moi, je trouve que tu es quelqu'un d'assez chirurgical dans la façon de préparer tes épreuves. Mais justement, quand on est chirurgical ou très précis, on s'attend à tout soit sous maîtrise. Ouais. Et quand tu bascules d'un mode chirurgical précis, tout est fine-tuné, à un mode où maintenant, il va se passer ce qui va se passer, quoi. Et j'ai pas de prise dessus. C'est pas des frustrations pour toi, la façon d'être? Non, c'est un peu la même chose. Hein. Pour un enduroman, il faut se préparer. Bon, il faut rien laisser au hasard sur ce qu'on sait contrôler. Maintenant, les paramètres qu'on ne sait pas contrôler sont plus nombreux que ceux qu'on sait contrôler. En médecine, c'est un peu la même chose. Hein. Ouais. Donc, on est là pour faire notre travail à nous, mais c'est quand même le corps qui cicatrise, c'est la nature qui cicatrise. Les infections, tout ça, on ne sait pas tout contrôler en médecine non plus. Donc voilà, on contrôle à fond et on paramètre à fond ce qu'on sait gérer. Maintenant, ce qu'on ne sait pas gérer, ben voilà, ça, on ne sait rien. Il y a des maladies qu'on ne sait pas traiter, hein, donc on reste quand même aussi impuissant face à la nature. Et donc, l'enduroman et la médecine, pour moi, c'est pas tellement différent. Ah oui, finalement. Je l'avais déjà. Il faut se détacher aussi. Si, il y a des jeunes enfants, il y a les gens qui perdent la vue. Moi, j'en vois tous les jours et voilà, on sait rien faire et des maladies incurables. Et donc, si on s'investit à fond émotionnellement dans chaque patient, c'est vrai que c'est compliqué aussi. Donc, il faut savoir travailler cette distance pour continuer à soigner les autres personnes soignables au mieux. Donc, c'est vraiment trouver le juste milieu, quoi. Gérer ce qu'on sait gérer et voilà, et laisser aller ce qu'on ne sait pas gérer, quoi. Ouais. Il me semblait que au niveau de la machine corporelle, toute la systémie qui constitue un corps, on maîtrisait de plus en plus de choses, mais pour toi aujourd'hui, il y a plein de choses qui sont inconnues, et le corps faut accepter dans une part aussi dans ta médecine, dans ta chirurgie. T'acceptes ce côté-là, là où j'ai un peu le sentiment que parfois quand même il y a quand même pas mal de... Alors peut-être j'ai pas de personnes en tête, hein, mais en gros c'est toujours une impuissance de pas pouvoir soigner, de pas pouvoir guérir, et toi c'est une sorte de fatalité de se dire qu'il y a des choses qu'on pourra jamais soigner. Non, je pense qu'on pourra un jour soigner. Moi je suis spécialisé en ophtalmo, donc c'est une surspécialisation, c'est le segment antérieur, donc les maladies qu'on ne sait pas traiter, c'est vraiment lié aux cellules nerveuses qui ne savent pas se régénérer. Donc dans le corps, il y a certaines cellules qui ne savent pas se régénérer, comme les muscles ou les os qui savent se régénérer. Et donc l'œil, c'est un prolongement du cerveau, donc on voit pas mal de pathologies ophtalmo qu'on ne sait pas guérir, qu'on doit maîtriser, et malgré ça, ça évolue quand même, comme des glaucomes, des dégénérescences maculaires, etc. Et donc c'est vrai que même si on fait tout bien, eh ben, le patient peut perdre la vision à cause de l'agressivité de la maladie. Et il n'y a pas qu'en ophtalmo, mais quelqu'un qui fait un AVC, mais il récupère rarement. Quelqu'un qui a la moelle épinière sectionnée, voilà, on ne sait pas encore régénérer les choses. Donc l'ophtalmo fait partie de ce carrefour-là où c'est encore un peu... On est parfois encore un peu impuissant. Donc non, il faut l'accepter et il faut faire confiance à la recherche pour notamment les greffes de cellules souches nerveuses, etc. Donc voilà. On n'est pas encore si évolué que ça, en fait. Hein. Ça, on n'est pas à 100%. Hein, ouais. Et c'est plus trop frustrant ou non? Ça fait partie de la machine? Non, 99% des patients, on arrive à les soigner. Il y a plein, voilà, 99,9% même, c'est gérable. Hein. Mais évidemment, la partie qu'on ne sait pas soigner et que, voilà, nous marque quand même un peu plus, évidemment. Hein. Ouais. Parce que généralement, les gens font 15 avis différents parce qu'ils ne croient pas encore qu'en 2025, on ne sache pas soigner des maladies aussi fréquentes comme les dégénérescences maculaires. Et voilà, ouais, il faut l'accepter, il faut l'expliquer. Et ouais, il faut vivre avec, ouais. Tu passes du temps, toi, pas trouver, mais à expliquer justement, à faire cette pédagogie, ou à un moment donné, t'étais plus du côté acceptant, quoi. C'est comme ça. Non, il faut l'expliquer aux patients. Hein,
patient qui vient te voir et si on lui dit bah non, je sais rien faire pour vous, au revoir, ça va pas, il faut quand même rester humain et lui expliquer qu'effectivement ce qui se régénère dans le corps, ce qui ne se régénère pas, ce qui peut soigner, ce qui peut pas soigner. Et voilà, effectivement, on a plein de choses pour ralentir l'évolution, mais l'arrêter, la freiner, l'arrêter, on ne sait pas la freiner, on sait encore, mais l'arrêter, on ne sait pas, donc il faut expliquer ça. Ouais. Et ok, je pense à des personnes en plus qui ont au-delà de toi, ta chirurgie, ta spécialité, des problématiques immunitaires, avec des bactéries qu'on sait même pas identifier, qui sont instables. Et c'est hyper frustrant pour ces personnes, forcément, qu'elles soient atteintes de ces syndromes. Et en France, en plus, on a une médecine qui accepte pas certains syndromes, certaines maladies, et c'est encore plus, c'est un combat, quoi, en fait. Ouais, tout à fait, ouais. Voilà, c'est comme ça, c'est la nature. On n'a pas encore toutes les solutions à 100%. Ouais. Et moi, je te sens très apaisé avec ça. Et on fait le lien avec le sport, hein, évidemment, parce que tes performances, elles sont conditionnées aussi par tous ces paramètres-là. Et en toi, tu as une sorte d'acceptation, et c'est ainsi. Et on n'a pas un sentiment, quand on te voit en course, que ça te perturbe, mais absolument pas pour t'avoir observé un peu plus sur le summum. Très, très loin pour pas perturber aussi ta concentration et ton effort. Mais quand même, on sent que t'es hyper concentré sur ce que t'as à faire, et puis imperturbable sur ces éléments qui sont extérieurs. Bah oui, il y a, je sais pas, il y a un truc qui était pas prévu sur la course, sur le vélo, une déviation, des feux rouges, une voiture. Bah, on n'a pas, de l'extérieur en tout cas, il y a pas un sentiment, quoi. Non, bah c'est là, ça fait partie de l'évolution. Enfin, il y a deux solutions. Soit on se calme et on analyse, on gère et on prend pas trop d'énergie, soit on s'énerve et on lutte et on perd du temps, on perd ses moyens. Donc il y a deux solutions, hein. Donc soit on accepte, on laisse aller, bien alors on se bat contre, et voilà, se battre contre la vie et contre la nature, c'est jamais très productif, hein. Donc il faut voir les options qu'on a et choisir la moins négative, quoi. T'es né comme ça, quand ton papa Philippe, qu'on salue au passage, et les gens qui constituent ton environnement ont vu ton évolution. Je leur pose la question, ce que je n'ai pas fait d'ailleurs. T'as toujours été comme ça, ou c'est quelque chose que t'as réussi à un petit peu accepter un peu plus au fil de ton évolution? Toujours, non, non, peut-être probablement pas, hein. Au début, je faisais de l'athlétisme et je me blessais souvent, et c'est vrai que on rage parce qu'on se blesse et qu'on n'évolue pas. Et puis après, je pense que il y a eu tellement d'obstacles et d'épreuves que finalement on accepte, parce qu'on dit que finalement ça finit toujours très bien. Donc non, je pense que c'est venu avec le temps. Ouais. T'as quel âge aujourd'hui? 41, je viens d'avoir tout juste. Ouais. 41 ans, c'est vrai qu'on m'a posé, mais il a quel âge, Julien? La question, je sais pas, en fait, c'est difficile de lui donner un âge. Il fait jeune, en même temps, il a une physiologiquement, et en même temps, il a une maturité. T'as l'impression que c'est de parler à un gars de 60 ans, tellement c'est la sagesse. On pourrait dire la sagesse ou d'autres mots, hein, mais en fait, il n'y a rien qui te perturbe, quoi. C'est, on faut s'adapter, quoi, c'est comme ça. Ouais, écoute, il faut choisir la solution qui est la plus apaisante, hein, sinon c'est pas vivable, hein. On rappelle au passage que tu as une vie de famille, une femme, des enfants qui t'accompagnent parfois sur toutes tes courses, tu vas à l'étranger. Cette année, c'était quoi ton programme d'ailleurs? Il n'y a pas que le summum, il y avait quoi d'autre? J'avais au mois de juin, début juin, j'avais les championnats du monde d'ultra triathlon que j'ai mis de côté parce que je me suis blessé sur un ultra biking au mois d'avril. Du coup, je me suis dit, on va pas trop forcer. Sur quel ultra biking? C'était l'ultra biking, c'était de 40 à Andenne. D'accord. Enfin, Andenne, on a 40 heures pour faire entre 600 et 800 km. Il y a des points de passage et il y a une voiture qui a failli me foncer dessus, donc j'ai dû voler dans un fossé, mais je me suis bien amoché le genou. Du coup, pour le double Ironman, où là il y avait vraiment de l'intensité, c'était du tarmac, je me suis dit si je fais ça début de saison, ça va vraiment entamer, donc je me suis dit summum, et alors fin août je fais l'Ironman de Suisse aussi. Lequel? Le Suisse. Zurich? Non, c'est Thun. Lequel? Thun. Ah, Thun, d'accord. Thun, ok, ouais. D'accord. Là ça va être assez roulant. Ouais, il y a un peu de nivelé hein, par rapport aux Ironman habituels, mais pourtant ça va. Ça va, ça va aller. Ouais. Moins que le summum, ouais. Donc le genou ça va mieux? Ouais, ça va mieux, ouais. T'as pas eu du tout de soucis là pendant la... Non, c'était un hématome qui m'a un peu fait grincer l'articulation pendant quelques semaines, mais non, là ça va.
Là, ça va bien, ouais. Alors, tu as une année un peu particulière, classique par rapport à cet Ironman qui est à venir, et un peu spécifique aussi avec ces ultras. Tu en avais déjà fait des ultras Ironman, enfin sur les circuits-là? J'avais déjà commencé un quintuple, mais j'ai pas terminé. Pareil, je suis en vélo. Mais ouais, ça me tente pas mal. C'est des épreuves longues. On doit mettre un peu moins de vitesse que pour un Ironman, mais la préparation en soi, surtout au niveau gestion, sommeil et nutrition, a bien incorporé. Mais autrement, au niveau préparation, ouais, moins de vitesse, plus de fond. Oui. Ouais, et ça c'est pas une frustration pour toi, parce que quand même t'as une sacrée vitesse de nage, sacrée vitesse de vélo, et course à pied pareil, donc t'es quand même, et sur un Ironman d'ailleurs, t'as ta meilleure perf, ou la plus accomplie en tout cas. Là, je suis au moins de 9h10, ouais. Régulier. Maintenant, là, le but, en Suisse, ici, l'objectif, c'est pas de faire un temps, c'est d'être bien classé, et de voir peut-être pour la qualif, ouais. Donc voilà, ça c'est l'objectif. Mais non, sur un ultra, les ultras, c'est prestigieux aussi. Et, si on n'est pas rapide, si on n'est pas endurant et rapide, on n'est pas dans les premiers. Donc il faut quand même, si on attend trop longtemps et qu'on est seulement endurant, on n'arrive pas à aller dans le top 5. Donc c'est quand même un niveau assez relevé. Donc il faut quand même... C'est pas l'image qu'on peut avoir quand on regarde de l'extérieur. Ouais. C'est un peu comme les nageurs en fait. Les nageurs d'eau libre, physiququement, on peut se dire mais c'est pas des athlètes, alors qu'en fait ils sont juste constitués pour être adaptés à l'élément, l'eau froide. Et en fait ce sont des athlètes assez exceptionnels. Une résistance, pour reprendre tes termes, une résilience, une résistance qui est assez incroyable. En France, on a... alors que je pense pas, il y a Evans, aux États-Unis, et son frère Steve Nern, qui fait des choses incroyables. D'ailleurs, qui avait fait des tentatives en enduroman, et à l'époque, il était galbé comme toi, et aujourd'hui, il doit faire au moins 2 fois le même poids, son poids. Mais ouais, parce que c'est une adaptation de son corps par rapport à l'off-road. Toi, ton corps, est-ce qu'il va... Justement, et quand on regarde les ultra triathlons, ils sont pas tout à fait pareils, hein, quand même. Ils sont un peu plus costauds, robustes. Je pense à Goulwen, Tristan, que je sais pas si tu connais, mais quand même, qui doit avoir 3 titres de champion du monde. Il a déjà en 2014, 18, 19, je crois, comme ça. Puis là, cette année encore, ou l'année dernière d'ailleurs. Et là encore, il est en train de courir là en ce moment. Je sais pas sur c'est quel des cas, c'est en Pologne. Ironman en Pologne. Donc là il a tout gagné pour l'instant là sur cette année. Mais ouais, Goulwen, c'est le podcast que j'ai fait avec lui, il nous raconte, moi je vais pas vite. Hein. Non. Je vais juste loin, longtemps. Longtemps, ouais. La constance, hein, c'est la clé. Hein, ouais. La constance, c'est la clé. Ouais, dans ces ultras là, ouais, c'est clair que on peut très bien sortir hyper loin de l'eau, 10 heures d'avance, et puis si on a un coup de moins bien, qu'on a dormir 2 jours, c'est fini, on se retrouve dernier. Donc il faut vraiment la constance, il faut savoir gérer l'effort et accepter de ne pas montrer sa pleine vitesse tout de suite et en garder sous la pédale. Ouais, c'est lisser son effort, quoi. Ouais. Donc là, t'as pas pu aller faire ce double Ironman. C'était à quel endroit? C'était du championnat du monde? C'était en Allemagne, à Emstetten. Ouais. Ah ouais, j'essaie d'en faire dans ma tête un peu les recoupements. Quand je suis Goulwen, là, cette année, il a dû en faire un certain nombre encore. Et puis il va revenir sur le summum. Là, il est en mois de septembre. Il a envie de revenir, donc. Bah ouais. Ouais, parce qu'il est un peu frustré. Hein, tu vois, l'année dernière, il l'a fait, il s'est un peu perdu à vélo. Comme Goulwen, il est habitué à justement à faire des circuits. Il n'y a pas trop à réfléchir sur la trace. Et là, c'était un vrai challenge pour lui. Il s'est un peu paumé par moments en vélo. Et même sur la montée du Nid d'Aigle, à un moment donné, comme il faisait nuit, quand ça fait nuit, il a eu un doute et puis il a fait un retour, un demi-tour. Donc on se questionnait un petit peu en attendant au Nid d'Aigle avec Tony. Et puis finalement, Tony finit par aller chercher parce que il avait pas prévu de frontal. Donc il a découvert des choses, tu vois, tous ces côtés aléatoires sur un double, triple ou quintuple ou déca Ironman. Les facteurs aléatoires, c'est plus, c'est toi en fait. Ouais, la météo aussi, la chaleur, mais c'est vrai que dans des ultra tri comme ça, c'est des tours, hein, on tourne vraiment on tourne de milliers de fois. Et il y a une tente de ravito, donc on a tout ce qu'il faut au même endroit tout le temps. Et donc là, on ne sait pas se perdre. Le summum, tout ça, c'est différent. Ouais. Et toi, cette année, tu avais décidé de varier un peu les choses. Donc un double Ironman, un summum, et puis un Ironman conventionnel avec une perf pour aller chercher la qualif à Kona ou à Nice d'ailleurs pour ça là. Je pense que c'est Kona, ouais. Puis ça change encore. Et ça te faisait une année qui était pas très... en fait, tes entraînements, et même d'un point de vue psychologique, t'abordais différemment chaque épreuve. C'était une volonté de ta part?
de faire quelque chose de différent Ouais, non, cette année, pour moi, c'était plus du court cette année, parce que donc le double triathlon, ça devait être d'office moins de 24 heures, le summum pareil, donc 2 épreuves de moins de 24 heures, et puis après un Ironman pour finir à l'espérance alentour de 9 heures, donc non, pour moi, c'était assez justement homogène, on faisait du plus long au début, avec des épreuves qui se ressemblent un peu au niveau durée, et puis on finissait en plus spécifique par l'Ironman, donc non, je pense que c'était bien comme ça, ouais. Ouais, c'était cohérent. Ouais, tout à fait. Ouais. T'as déjà fait, avec du recul, quelque chose qui n'était pas cohérent, toi? Ouais, avant, je planifiais n'importe quoi. Hein. Ouais. Je commençais par un Ironman, je terminais par des quarts. Enfin, non, au début, quand on commence, on sait pas trop, on va en faire plein et on en fait trop, en fait. Donc, C'était quoi ta plus grosse blessure, à part les accidents liés à des chutes, blessures, c'est... Mes grosses blessures, c'était quand j'étais ado, quand je faisais de l'athlétisme, je me suis fracturé la malléole. Mais à part ça, j'ai jamais vraiment été alité. J'ai eu les fractures des poignets aussi pour des chutes en vélo, mais ça n'a jamais été un gros handicap. J'ai jamais eu de séquelles vraiment par rapport à ça. D'accord. Ouais. Et classique au genou, ce genre de choses, t'as pas eu, Genoux, tout ça, non, jamais. Donc c'est vraiment plus des traumas, plus que des usures ou des tendinites ou des lésions internes. Ouais. C'est plus souvent des traumas liés à des chutes qui m'ont ralenti un peu, ouais. Et ce summum, alors, comment tu l'as... Vu la première fois que tu l'as identifié, tu te dis, ça te fait penser à quoi? C'est quoi ta... Le summum, c'est pareil qu'en l'enduroman. À l'enduroman, on voit la Manche, et le summum, on voit le Mont Blanc. C'est ça. Et donc, on se dit, le Mont Blanc, c'est chouette. S'il y a du vélo avant et de la natation avant, pourquoi pas, c'est encore mieux. Et donc, ouais, c'est rendre plus compliqué l'ascension du Mont Blanc. Ouais. C'est une ascension du Mont Blanc. T'avais jamais fait avant? Jamais, non. Non, une haute montagne, jamais au-delà de 3000, 3005. Donc là, c'était une découverte en plus. Non, ouais. Ouais. Donc le côté... ouais, qui change un petit peu, qui t'a... Ouais, en été, on vient toujours à la montagne, donc je me suis dit pourquoi pas combiner avec l'ascension du Mont Blanc. C'est quand même Mont Blanc, on le voit tout le temps, on en parle tout le temps. Et pourquoi pas le rendre plus compliqué avec le summum justement et d'aller chercher une perf sur cette épreuve aussi, ça peut être pas mal. Ça reste du triathlon en fait, hein, donc ouais, non, je me suis dit voilà, le Mont Blanc enjolivé. Ouais. Par le triathlon, ouais. Tu vois, ta perception par rapport à ça, ce que tu viens de dire, parce qu'en fait, moi, je sais pas si tu es d'accord avec moi pour dire que l'enduroman, je peux pas considérer ça comme un triathlon, même si on est trois disciplines, mais et pour le coup, bien équilibré, mais c'est tellement, pour moi, c'est plus de l'aventure, en fait. C'est un sport, mais sport plus aventure. Maintenant, tu me diras, toi, tu as mis la barre en moins de 50 heures, comme Lionel d'ailleurs. Peut-être que demain, ça va aller friser les 45 heures. Bon, ça restera quand même, épuisé, puis toi, t'as pas dormi, on dort pas sur ces niveaux de... Ouais, c'est vrai que c'est la limite, l'enduroman, pour moi, c'est la limite entre l'aventure et l'épreuve, ouais. Moi, j'avais calculé ça vraiment... j'avais calculé l'arche pour faire 45, aux alentours de 45, cette barre de 45, mais encore une fois, je t'ai dit, il y a eu plein de trucs qui n'ont pas fonctionné, et si on recommence, c'est possible que ce soit mieux, mais c'est possible que ce soit pire aussi, donc... ça dépend comment on le fait. Ouais, il y a des gars, ils se reposent 12 heures après chaque épreuve. Oui, ça, c'est plus l'aventure. Ouais. Maintenant, si tu réduis tout au minimum au niveau des pauses, alors là, la fatigue commence à devenir vraiment intense et tu dois vraiment l'épuiser. Donc là, c'est vraiment l'épreuve ultime, quoi. Donc, c'est vraiment que les deux, ouais. L'épreuve ultime, si effectivement tu as... T'as la possibilité autour de ces heures. Ouais, et puis même 60 heures, pardon. Je pense qu'aussi on dort peu, mais quand même, ouais, là, 45 heures, on est presque sur de la vitesse. Enfin, toi, en tout cas, tu es sur la... Ah ouais, c'est vraiment minuté, ouais. Tout à fait, ouais. C'est minuté, ouais. Et alors, ce BAM encore plus a fortiori, puisque là, on est sur moins de 24 heures. Enfin, moi, j'aimais bien l'idée de se dire... quitte à le faire pour tout le monde en fait. Ouais, tout à fait. Osons mettre une barrière à 24 heures. Il y a une symbolique aussi. Tu fais le tour de la montre, du cadran. C'est quelque chose qui... Toi, tu parles du Mont Blanc. Tu as parlé de triathlon. Tu dis le terme triathlon. Si tu mets dans l'équation gagnante de ce qui te donne envie d'y aller, tu mets quoi d'autre encore? Alors, moi, j'en ai mis l'équation du cadran. Mais est-ce que toi, c'était quelque chose? Tu dis non, je vais pousser justement en disant c'est par exemple 20 heures. Enfin, moi, je savais que tu étais... Ouais. J'avais calculé théoriquement plus ou moins 20 heures, c'est vrai, mais ouais, encore une fois, l'ascension du Mont Blanc, une fois qu'on fait confiance au guide, le guide, on le suit, on peut pas, il sait bien, il nous voit, hein, le guide, il nous connaît mieux que nous quand on monte, hein, il voit comment on monte, tout ça, donc il t'oblige à faire des pauses, tout ça, donc tu peux pas courir au Mont Blanc, donc ça dépend de plein
Ça dépend de plein de paramètres aussi. Donc, tu te fixes un objectif et tu arrives aux alentours. Mais encore une fois, c'est la nature, c'est la pleine nature. Il y a plein d'autres choses qui gèrent ton avancée. Le vélo, pareil, si y a du trafic à Annecy, bah, tu peux vite perdre 10 minutes aussi. Donc, non, il faut voilà, se fixer un objectif trouble et puis arriver plus ou moins à ça, quoi. Ouais. Alors, j'ai déjà eu des réactions, moi, suite à ce que moi j'avais fait et ce que toi tu fais. Et notamment des athlètes qui, pour le coup, quand on est sur l'enduroman, comme tu dis, on est à la croisée des mondes entre l'endurance, l'ultra-endurance, donc l'aventure, et puis le sport. Et là, sur Summum, moi, j'allais viser quelque chose d'un peu plus quand même sportif, mais par rapport au chrono, par rapport à l'intensité de l'effort. Même si à Mont-Blanc, tu l'as dit, pour toi, en tout cas, ça se fait en marchant. Ouais. Là, j'ai des athlètes qui m'ont dit, mais moi, je fais un Mont-Blanc one-shot en 8 heures. Demain, je vais nager et pédaler avant, mais je vais exploser vos temps, quoi. J'ai ces réactions, et très gentiment dit, hein, c'est pas de la prétention. Et les athlètes qui m'ont, les 2 athlètes qui m'ont dit ça sont pour le coup des très bons athlètes entre elles, qui gagnent des ultra trails comme la Diag ou autre, et qui s'entraînent en vélo, comme il faut le dire, endurance, et forcément, moi, ça m'a fait un game changer. Je me suis dit, mais peut-être. Alors, est-ce que c'est possible? Je ne l'ai pas encore vu, donc je ne sais pas. Mais imaginons, quand Jornet, il faisait ce qu'il faisait les records au début, on se disait que c'était pas possible. Et finalement, il y en a d'autres qui l'ont fait derrière, voire même qui ont amélioré ses records. Ouais. Et toi, là, avant d'entrer dans ton histoire à toi, dans ton vécu du summum, quelle est ta perception par rapport à ça? Tu te dis, si il y a des athlètes potentiellement taillés de montagne, par rapport à ce que tu as dit justement, où l'ascension du Mont, c'est quand même un point spécifique. Un gars qui fait de la montagne et qui se démerde pas trop mal à la nage, et surtout qui pédale bien. Ouais. Bah, je pense que ça peut passer. Hein. Toujours quelqu'un qui est meilleur que nous. Maintenant, en montagne, c'est vrai que c'est un milieu spécifique. Hein. Moi, en montagne, moi, j'ai couru marcher jusqu'au Nid d'Aigle, et puis après, c'est le guide, quoi. Donc, voilà, maintenant, ça va dépendre de Tony. Je veux dire, si le gars, il veut dépasser Tony, alors il n'y a pas de guide. Et puis, il y a des gars qui montent aussi en ski aussi. Hein. Ouais. Donc là, c'est vraiment... je vois pas comment on peut courir dans l'éperon du goûter, personnellement. Mais il y a toujours quelqu'un qui pourra monter plus vite, ça c'est sûr. Alors peut-être qu'effectivement, c'était pas par la face, la face qui est proposée ici. En tout cas, Summum, donc c'est... Comment tu l'as lu après, du coup? Il y a un peu moins de 4 km de nage, 180 et des brouettes de kilomètres à vélo, et puis une sorte de semi-marathon pour arriver au sommet. Mais après, moi, je me dis, je mets dans l'équation, il faut quand même descendre, donc ça fera pas loin d'un marathon. Même si le chrono s'arrête là-haut, mais oui, j'ai jamais oublié que c'est pas là où ça se termine, parce qu'il faut redescendre, il y a plein d'hélicoptères qui viendra te chercher, sauf si on est vraiment pas bien. Eva, tu veux nous raconter toi aussi ce qui t'est passé, justement parce que ça a été, il y a le mal de l'altitude. Mais bon, quelle lecture tu as? La seconde lecture, parce que la première, tu l'as dit, faire un Mont Blanc, j'aime bien la montagne, et puis le format est plutôt sympa, mais après, quand tu commences à regarder les traces GPS et tout, qu'est-ce que tu identifies, qu'est-ce que tu vois, qu'est-ce qui te stimule, et quelles sont tes interrogations? Rien. Le lac, il était terrible. Hein. C'est un super bel endroit. Donc là, rien de spécial. Le parcours vélo est pas mal non plus. Assez roulant au début, puis un peu plus cassant à la fin. Mais donc toujours en gardant. Encore une fois, c'est route ouverte, hein, parce que il y a des gars qui se comparent, mais là c'est route ouverte, trafic ouvert. Donc il y a des voitures devant, il y a des feux rouges. On perd vite une demi-heure sans problème. Hein. C'est comme sur l'enduroman. Hein, donc ils comparent toujours leur moyenne sur circuit ou sur Ironman, mais là c'est trafic ouvert, donc ça reste, il faut faire gaffe, ça reste dangereux. Il y a des pistes cyclables à Annecy où c'est bondé de monde, donc là il n'y a pas de souci. Paysage magnifique, on termine par la Clusaz et puis on redescend sur Saint-Gervais, donc ça c'est super bien. Et puis alors à pied, au début on se dit ça va, c'est plat, mais dès qu'on bifurque pour monter vers le Nid d'Aigle à partir de Bionacé, là c'est des pentes à 20%, donc là courir ça n'a aucun sens, hein, donc il faut... Le Mont Blanc, ok, moi je sais pas ce que c'est, mais voilà, ça reste quasiment de Saint-Gervais, plus de 3500 de dénivelé, donc avec l'altitude, on sait bien qu'on on doit pas se donner à fond au début, qu'il faut en garder un peu dessous, quoi, voilà. Et donc non, voilà, nickel, ça s'est passé un peu comme je le pensais, mais l'ascension du Mont Blanc dans l'inconnu total, là c'était vachement plus dur, hein, l'altitude, la fatigue, toujours donc en pleine nuit, évidemment, l'ascension c'est en pleine nuit. Et donc, après avoir épuisé son énergie et un peu son tonus musculaire en vélo, ça a été, c'est vraiment un challenge en soi de monter le Mont Blanc comme ça, après avoir épuisé les réserves,
Ouais. Et puis, il y a ce stop, entre guillemets, pas imposé, mais peut-être salvateur. Je sais pas comment tu l'as vécu au Nid d'Aigle. Ouais. Où là, la tentation, c'est peut-être même presque de dormir s'il y a de la fatigue, de beaucoup manger si on a un coup de fringale, ou même si, quand on a une bonne assiette qui nous est servie, on a envie de se jeter dessus. Ouais, tout à fait. Et on a l'impression enfin, moi, je sais pas toi si c'était comme ça. Moi, j'ai l'impression qu'il y avait toujours de la place pour manger. Mais bon, à un moment donné, trop manger, après, c'est une réaction, hein, c'est la chute. Il y a le montée de glycémie, mais après, il y a la chute de glycémie. Bref, au des paramètres comme ça, la digestion, au détriment de la performance musculaire. Le Nid d'Aigle, comment t'arrives là? T'avais l'air fatigué quand même. Autant je t'ai vu moi fin du vélo. Je dis waouh, putain, 6h30 à vélo. C'est ce que t'avais prévu à peu près? Je crois que j'ai fait 6h. Je me demande, j'ai pas fait 6h18, mais moi j'avais calqué aux alentours de 6h, ouais. Ouais. Ah ouais, moi ça me bluffe moi déjà. Ouais, ça a bien été. Pas de pépin mécanique. Ça a bien roulé, ouais. Ouais, ça, finalement, malgré ce que tu disais, c'est quand même pas si mal. Et puis surtout cette montée, bon, c'est pas un hors catégorie, c'est juste un première catégorie, mais quand même c'est un peu long, quoi. Et là, ça a l'air d'être bien. Je t'ai pas vu à cet endroit-là, mais quand j'ai vu ton chrono, ça avait l'air bien fluide. Il est arrivé là vachement plus tôt que prévu. Autant Annecy, comme je t'ai dit, non, ça me paraît correct, convenable. Je pensais même, non, mais là je faisais mes calculs, mais 6h, moins de 6h30, à faire j'y croyais pas trop, quoi. Ah ouais. Et là, quand je t'ai vu arriver, je voyais après, quand t'as passé bien plus vite que prévu le col des Aravis, j'ai dit, bon sang, mais ah ouais, là, ça a pas traîné, là. Ouais, il faut, ouais. Mais il y a des portions, c'est pas aller très vite, hein, parce qu'il y a beaucoup de trafic, mais bon, là, dès que c'est les routes ouvertes, on peut y aller plus facilement, quoi. L'école, il n'y a pas de feu rouge, il n'y a quasi pas de voiture, donc ouais. Tu l'as savouré quand même, cette montée, là? Tu parlais de la Clusaz. Après la Clusaz, là, quand tu arrives au sommet. Je la connaissais un peu, je l'avais déjà faite, mais l'école de montagne, c'est toujours magnifique. Moi, j'adore. Hein, donc, ouais, non, c'était chouette. Ouais. La météo correcte, pas trop chaud, quand même pas. Il faisait chaud, il faisait quoi, 25 degrés. Mais voilà, bon, ça va, quoi. C'est pas non plus. C'est parfait. Ouais. Et la descente, là, au Flumet, pareil, bien gérée. Ouais, la descente, elle est pas roulante parce qu'il y a beaucoup de lacets. Ouais. Mais autrement, ouais, ça va. Pas de souci, ouais. Faut faire gaffe aux voitures, mais. Ouais. T'arrives à Saint-Gervais, donc correct. Là, je te vois quand même pas mal frais. Vite repartir. Transition, pas de triathlon, mais pas loin. Ça n'a pas traîné. Et là, tu repars en courant. Et là, moi, là, pour le coup, je te vois Nid d'Aigle. Je voyais un peu plus, pas en peine, mais en questionnement. Ouais, c'est la montée. Et la montée est éprouvante. Hein, donc, il y a quasi 3 heures de montée. Le dénivelé est quand même assez impressionnant. Et donc... Et on s'alimente moins. En fait, ce qu'il y a, c'est que j'avais pris juste de l'eau et je m'étais moins bien alimenté pendant la montée, donc je suis arrivé un peu à sec, quoi. Ah ouais, d'accord. Ouais. Et donc, l'estomac un peu bloqué, difficile à manger. Mais ouais, donc la pause, hein, le stop imposé, je pense que c'est important parce qu'on peut très bien partir tout de suite et on gagne 1 heure facile, sans camp pour rien. Mais alors, si on commence à être moins bien dans les pentes et en plein Mont Blanc, ça va vraiment être dangereux. Donc, je pense que les stops imposés sont importants. Mais ça permet d'éviter les accidents plus haut. Ouais. Alors, ils sont pas imposés, mais comme tu l'as très bien dit tout à l'heure, c'est Tony aussi qui te connaît mieux que toi. En tout cas, qui analyse, qui observe, et il a fait tellement d'ascensions et de courses en montagne. Les cordées, il voit bien aussi, il ressent en fait, en ressenti de l'état d'énergie de la personne et de confiance aussi. Mais à quel moment, toi, tu l'as, à partir du moment où tu es en cordée, puisque la cordée, ça se fait après la tête rousse. C'est quoi les moments où tu te dis là je suis en tension dans la corde avec Tony, waouh, là c'est physiquement, physiologiquement ou l'état de je suis plus en train de partir là, soit pas lié à la fatigue, soit à l'altitude. Je me sens pas en pleine possession de mes moyens. Il y a sur les premiers indicateurs, les warnings là qui se mettent en orange, on va dire, parce qu'il n'y a pas eu de rouge vraiment, mais non, à partir du goûter, quand l'altitude devient marquée, on est vraiment en pleine nuit, donc on est vraiment dans le creux de la nuit et l'altitude commence à monter. Là, on se dit que là, je demande 2-3 fois en pleine montée, en marchant, je demande 2-3 fois des pauses pour reprendre mes esprits, parce que on voit trop, on s'endort un peu comme ça. Et ça chauffe vraiment dans le corps, donc les pulsations sont hyper hautes. Et dès que ça devient trop haut, je demande d'arrêter. Et là, on voit vraiment que le corps commence vraiment à puiser loin. Donc vraiment, on est au goûter, quoi. Le dernier refuge, donc soit on s'arrête au goûter et c'est fini, soit on continue, mais c'est des murs après. Donc, donc là, on fait confiance un peu.
là au guide, on se laisse aller au guide, le guide y gère. Ouais. Et voilà, je me suis dit que s'il me voyait vraiment trop à l'agonie, il m'aurait arrêté, mais non, il m'a pas arrêté. Il y a eu des heures, mais pour récupérer, petite, comme tu disais, une sieste flash, non? Ouais. Donc là, c'est toi qui avais aussi prévu ce genre de choses, ou non? Tu t'es dit, non, ça s'impose là, il faut que je... Non, c'était prévu, oui, en pleine nuit, comme ça, il faut rester hyper vigilant, c'est pas comme si on faisait des tours non-stop sur le même parcours. Ici, il faut regarder où tu mets ton pied à chaque fois et être sûr où tu le mets. Donc, je faisais quoi? Je dormais 10 minutes à chaque refuge, ouais. Peut-être scouter, et après au valo, c'est ça? Et après au valo, ouais. Là aussi, et là c'est le dernier coup de cul après, qui est pas simple, et on a l'impression que c'est pas loin, mais c'est loin quand même. Là, c'est loin. ouais. Puis là, en plus, le jour se lève, toi, à ce moment-là? Ouais. C'est à peu près à quel moment qu'il s'est levé, toi? Il s'est levé vers 5h, 5h15. Et là, on est arrivé à 7h, ouais. Donc 2 heures avant, ouais, t'as eu donc plein jour, et là tu vois ces différents coups de cul, là, et comment ça se passe, là, c'est loin, tu te poses pas de questions? Non, ben je demande pas trop au guide ce qui reste, parce que je lui ai demandé déjà 2-3 fois, il m'a dit 300 mètres, mais en fait ça a duré des heures. Et en fait il parle en dénivelé, il parle pas en mètres, et donc du coup là on se fait des films, et donc là du coup en mode machine, donc là on arrête tout, on pense plus, et on suit le guide, quoi. On met vraiment ses pieds où il les met, et je regarde même pas au-dessus si on arrive, je regarde par terre. Et puis à un moment donné, on voit un replat, et là on y est, voilà, on y est. Mais ouais, il faut supprimer toute attente, voilà, il faut clairement... Ouais, ça fait un peu comme la traversée à la nage. Ouais, c'est ça. C'est un coup de bras par coup de bras, et pas se poser de questions, et si tu te poses des questions, c'est quand ça commence à être pas très bon, quoi. Poser des questions au guide, et puis Tony, je pense pas qu'il réponde non plus aux questions, il dit ce qu'il a à faire. Hein, c'est voilà. Donc et c'est là-haut qui commence un petit peu à laisser quelques expressions. Ouais, c'est clair. Qu'est-ce que tu ressens au sommet? Ben, en fait, au sommet, j'arrive malade au sommet. Hein. J'ai un mal aigu des montagnes, et je vomis au sommet, en fait. C'était direct au sommet? Ouais, au sommet pile, là, je vomis, et donc 10 minutes après, ça va beaucoup mieux. Donc soulagé d'être arrivé. On admire la vue, et puis on redescend direct. Hein. On reste pas trop, ça tarde pas, non. Ouais, c'est ça aussi, c'est une fois qu'on a on se dit, bon bah maintenant je vais récupérer, je vais prendre un casse-croûte, un sandwich, me prendre une pression. Et là, il n'y a rien, vous étiez quoi, une dizaine de personnes au sommet à ce moment-là? Même pas, Même pas, il n'y a pas grand monde? Non, il n'y a pas grand monde. Hein. Mais justement, là, tu te sens comment? T'es seul au toit de l'Europe, non? Tu te sens en connexion avec les guides, tu te sens complètement ailleurs, tu te rends pas compte? Non, moi je me rendais pas trop compte, parce que encore une fois, je venais de faire mon malaise, et j'étais pas bien depuis des heures, donc on a envie que ça se termine, quoi. Et on est au plus haut, donc on est au plus mal, étant donné qu'on a un mal aigu des montagnes. Et donc j'ai envie de descendre pour que ça passe, quoi. Effectivement, ça passe bien. Plus je descends, mieux ça va, quoi. Ah, tu le sens? Ouais. Combien de temps à peu près pour toi? Je crois qu'il a fallu quand même descendre à 3008, 3005 pour que ça aille bien. Donc, avant ça, je titubais, j'étais somnolent, Et en plus, la descente avec les quadrilles, là, ça commence à bien tirer, à bien chauffer. Ouais, là musculairement, je sens pas trop, mais c'est plus la nausée, la somnolence qui me gêne, C'est vraiment pas une belle sensation. Non, et on a envie de s'endormir, on a envie de s'arrêter, de se poser et dormir, mais non, je sais pas si je vais demander pour le faire, mais en tout cas, non, j'ai pas pu. Ouais. Il faut descendre. Après, c'est l'hélico qui va venir te chercher. Pas la même histoire, quoi. Donc, faut pas traîner, faut pas laisser au cerveau de cogiter trop. Et pour ça, Tony, il sait bien faire. Enfin, comme la plupart des guides. Hein. Moi, c'est pour ça que ce moment, on me pose pas trop la question. Mais effectivement, à un moment donné, je pense qu'on va me dire, tiens, moi, si je veux aller plus vite, fais-moi confiance. Je vais au sommet, en solo. Et certains le font encore, parce qu'ils connaissent, parce qu'ils maîtrisent. Mais moi, il est hors de question. Par rapport à cet aspect sécuritaire, connaissance, et puis comme on dit, ça peut très vite tourner aussi, même dans le Mont Blanc, la météo. Et puis à un moment, tu t'es senti en insécurité avec Tony, tu dis, je sais que j'ai Non, jamais, je me suis jamais senti en insécurité. Même quand tu descends là dans les arêtes du goûter, là, tu vois ce vide en bas là. Il y a le guide qui est derrière. Maintenant, moi, je me sens mieux quand on est dans les arrêts du goûter, mais c'est vrai qu'il faut rester lucide, quoi. Donc, même pour la descente, il faut garder de l'énergie. Si on se donne à fond et qu'on se dit au-dessus, c'est fini, alors, ok, mais non, dans la descente, il faut rester vigilant, hein, ça c'est clair. On peut vraiment se faire très très mal. Hein. Mais il y a le guide derrière, donc moi, je lui fais confiance et je descends relax, quoi. Descente, refuge du goûter, l'appareil, on traite pas, non
Parce que là, pareil, c'est ce que tu dis, je suis un peu... Là, t'étais moins nauséeux, tu vois. Moi, c'est vrai, t'es pas bien. Personnellement, la montée s'est bien passée, le sommet, j'étais très très bien, enfin très très bien au niveau, pas de problématique d'altitude, et c'est la redescente, là, je sais pas ce qui s'est passé d'un coup, je sais pas, à mi-chemin entre le sommet et puis le goûter, et là, au goûter, j'étais pas bien, quoi. Donc là, c'est là que moi, c'est sorti. Et après, bon, ça fait du bien mon corps quand même quand ça sort, mais ça résout pas tout. Et le goûter, j'aurais peut-être eu tendance à y rester vraiment pour. Et en fait, non, on continue. Ouais, faut continuer. Hein. Parce qu'en plus, déjà on reste pas trop longtemps en montagne. Et puis Tony, il a d'autres courses à faire derrière. Ah ouais. Il les enchaîne un peu. Et comme tous les guides d'ailleurs, à cette période de l'année. Hein. Donc toi, il y a pas un moment donné, tu te dis, comme tu l'as dit tout à l'heure, finalement, là, je m'arrêterai bien. Non, on continue, on y va. On a continué. Je pense qu'en la descente, j'ai dormi au goûter 10-15 minutes. Et puis ouais, voilà. On continue, puis après, tête rousse. Et après, le nid d'aigle. Ouais, voilà. Donc, une fois qu'on est à la tête rousse, là, c'est plus relax. Hein. Ouais. Hein, c'est moins à la haute montagne. Et donc... là, j'ai repris mes facultés habituelles, je pense. Ouais. C'est long cette descente. Hein. Ouais, c'est long, ouais. C'est même interminable, non? C'est clair. Ça, je sais pas comment tu l'as vécu. Moi, ça me paraissait mais interminable. Et pour l'avoir fait après, en suivant Goulwen, et demain, je le ferai encore sans doute. Mais qu'est-ce que c'est long, c'est des... C'est hyper long, ouais. Ça me paraît plus long que la montée, en fait. Bah ouais, la montée, on s'attend à avoir une récompense au-dessus. La descente, on refait tout ce qu'on vient de faire. Donc, c'est plus lassant, ouais. Il y a Goulwen qui va revenir sans doute au septembre pour le faire. Toi, tu comprends qu'on puisse revenir forcément, tu as fait l'enduroman plusieurs fois. Donc oui, j'ai peut-être un peu des débuts, sans un début de réponse peut-être, mais c'est quelque chose, tu dis tiens, c'est demain, je peux faire mieux, j'ai envie d'y retourner, ou comment tu vois ça? Ouais, si, c'est bien de pouvoir je pense on peut faire beaucoup mieux ici. Mais ouais, pourquoi pas le refaire une fois pour essayer de grappiller du temps. Il y a pas mal de choses que je referais bien mieux. La nutrition en montée, tout ça, il y a peut-être une acclimatation en plus haute montagne quelques semaines avant. Ça aide. Pour limiter ouais, tout à fait. Ouais. Tu as senti au niveau cet état mal de l'altitude, mais au niveau digestion, tu as eu des problèmes de digestion, Non, sur le vélo, rien. Respiration non plus. C'était vraiment la... moi, je pensais que c'était des hypo à répétition, mais le guide m'a dit non, tu fais ça, et effectivement, on arrive au-dessus. C'est ton cerveau qui gonfle comme ça un peu, avec le manque de pression qui est au-dessus. Donc, tu commences à voir trouble, et donc, c'est un peu mon domaine au niveau des nerfs optiques, hypertension intracrânienne, tout ça. Donc, je commençais à me dire, ok, on va pas trop traîner pour pas abîmer le système nerveux. Mais non, je referai une petite acclimatation, et le parcours vélo, quand on le connaît, qu'on l'a déjà fait une fois, forcément, on gère mieux aussi. Mais non, pourquoi pas revenir une fois et améliorer la marque, ouais, ça peut être pas mal. Malgré les risques que fait un enduroman, tu sais que toi, tu l'as fait la première fois, tu as fait ta traversée de la Manche, et après, donc tu as fait, tu sais qu'il y avait eu un mort sur la traversée de la Manche, sur l'enduroman, mais c'est pas rare d'en avoir aussi en hypothermie traversée. Donc il y a ce paramètre-là. En montagne, on sait aussi, souvent les médias aiment bien, j'en sais rien, en tout cas, ce sont des faits. Quand même rappeler qu'en montagne, c'est vite arrivé, notamment dans ce fameux couloir du goûter, où on voit souvent des chutes de pas de cailloux, mais c'est des frigos qui tombent, des pierres énormes. Et voilà, donc là c'est comment tu avais intégré ça, et toi, déjà toi, en sachant ces choses-là, c'est quelque chose que tu te dis, ça fait partie de la vie justement, c'est imprévu, et arrivera ce qui doit arriver. Et ça me donne, c'est pas ça qui me ferait me dire tourner potentiellement. Comment tu appréhendes cette notion justement à la peur, au danger, et puis peut-être au pire, quoi qu'il peut arriver. J'avais confiance au guide, j'avais questionné le guide par rapport au danger, il m'avait dit non. C'est vrai que la presse parfois on rajoute un peu à faire sortir que les gros accidents, et les accidents, il y en a tous les jours sur la route aussi, donc non, moi j'étais en confiance avec le guide. Par rapport à l'enduroman où tu es tout seul dans la Manche et tu fais un malaise, il faut déjà qu'on vienne te rechercher. Ici, tu es encordé. Le guide est quand même vachement balèze, et donc maintenant, si on le fait sans guide, là, il y a vraiment un risque même plus élevé que dans la Manche, parce que là, il y a quelques personnes qui te surveillent, et alors faire 180 km à bloc en vélo et puis monter le Mont Blanc, je pense pas qu'il y a grand monde qui l'ait déjà fait et qui sache comment le corps réagit non plus. Donc la montée, c'est quand même que les quadrilles.
Et les quadris en vélo, c'est quand même les 3/4 aussi. Donc, monter le Mont Blanc entamé comme ça, seul, en portant toute sa nourriture, toute son eau, tout ça, même s'il y a voilà, ça, le faire tout seul, ça, ce serait vraiment risqué, ça, je le ferais pas. Mais avec le guide, qui plus est tonique, qui a une condition physique très très bonne, qui pourrait vraiment nous pousser pour aller plus vite, je pense. Donc, si je le refais, c'est toujours avec un guide, mais en mode race, quoi. Ouais. Ouais, je pense qu'il serait prêt pour ça encore. Ouais, il est prêt, ouais. Et tu dis peut-être pas assez, j'avais pas pris assez avec moi. Qu'est-ce que parce que pour le coup aussi, quand on est sur du fast and light, bah on doit être light. Donc là t'étais peut-être trop light. Ouais. Mais si tu mets un peu plus, ça fait un peu plus de poids. Qu'est-ce qui t'a manqué? Et pour le coup, là, faut rajouter un 500 grammes ou pas? Ouais, il manquait 500 grammes de Saint-Gervais à Onideg pour ne pas avoir épuisé mon stock, ouais. Ce serait quoi le truc que tu rajouterais? Bah, des repas liquides, je pense. J'aurais pris deux gros repas liquides en plus dans cette portion-là. Ouais. Parce que je suis arrivé avec l'estomac vraiment noué au nid d'aigle. J'ai mangé ce que j'ai mangé, mais normalement j'aurais dû manger beaucoup plus. Et puis alors on est toujours sur la réserve, quoi. Donc réserve jusqu'au refuge suivant et ainsi de suite. Plus le mal, voilà. Bah, donc ça ralentit la performance d'office. Je sais pas si c'est bien ce que je fais. Je suis en train de me poser la question avec toi parce qu'en fait, l'enduroman, avant que moi je découvre cette épreuve et que je la réalise, il y avait aucune documentation là-dessus, quoi. Pourtant, j'étais pas le premier à pouvoir le faire et à le terminer. Je trouve que je suis 25e, je crois. Mais il y avait rien, en fait. En 2015, Internet, c'était pas ce que c'est aujourd'hui. Les réseaux, c'est pas ce que c'est aujourd'hui, c'est certain. Mais 2015, quand même, Google existe depuis un certain temps. Mais hormis une ou deux vidéos, on voyait rien, quoi. Et quand j'essayais d'avoir des ressources, les Anglais sont très taiseux, ils disent rien. Il faut que ça reste une aventure. Pour le coup, là, je pense qu'eux, ils sont en mode aventure. Et quand John Van Vis fait le record, là, on a un Australien et puis on va avoir des informations. Et puis tu en trouves rien. Non. Bref, et la question que je me pose là, c'est en fait, toi, je t'ai questionné sur l'enduroman, ce que tu as fait, bien fait, pas bien fait, ce que tu as amélioré, en partant du principe que ça peut aider d'autres personnes. Comme moi, quand je l'ai fini l'enduroman, ma femme Laurence, elle m'a dit, t'écris un livre parce que ce que tu as fait, faut que ça sache comment tu l'as fait. Et puis ça peut aider des personnes, des Français notamment, parce que tu écris en français, qui vont se lancer et qui vont avoir toute une littérature, en tout cas par rapport à ton prisme à toi et ton expérience sur ce projet, comment tu l'as fait, comment tu l'as vécu et quels les enseignements que tu en as tirés. Alors moi je trouve ça plutôt bien, mais je suis en train de me dire là, tu donnes plein de clés à d'autres personnes qui pourraient... Mais alors est-ce que pour toi, finalement, il faut que ça reste un petit peu... pas secret, mais découvrir les choses de soi-même. Et c'est un peu le sens de soi-même pour soi-même, c'est se découvrir soi-même l'aventure. Et en fait, j'allais encore te poser quelques questions là, mais je me dis, mais Cyril, mais arrête, quoi, garde un petit peu le mystère de cette le charme. C'est quoi ton regard, toi, là-dessus? Ouais, je pense qu'il faut garder, il faut garder ses secrets. Hein. C'est comme en cuisine, c'est pareil. Donc, mais je pense que de toute façon, même ce qui est vrai pour un n'est pas vrai pour l'autre. En Ironman, c'est quand même quelque chose qui est quand même bien cadenassé. Et pourtant, ils font pas tous le même schéma nutrition non plus. Ils n'ont pas la même gestion, donc chaque personne réagit différemment. Mais c'est vrai que quelque chose qui est bien, quelque chose qui nous pousse à revenir, c'est de se découvrir et de savoir comment débloquer l'énigme de l'enduro ou du summum pour être le plus performant, quoi. C'est vrai que mais ça, c'est chacun doit trouver son code, quoi. Ouais. T'as trouvé quelques énigmes, quelques codes, toi, que tu vas pas nous révéler pour le coup, moi au niveau nutrition, je me suis bien amélioré ces dernières années et ça joue beaucoup. Sinon pour le reste, ça reste le mental. Hein. Et ça, chacun gère à sa façon, chacun est comme il est. Et, ça dépend à quelle envie tu as de terminer ou de faire un temps et tout ça détermine ensemble la performance que tu fais, quoi. Ouais. En fait, ça me questionne, je suis un peu réflexion là-dessus parce que moi, quand je fais une épreuve, je me vois pas je suis pas dans un réflexe de me dire je vais revenir pour l'améliorer. J'ai envie de découvrir d'autres choses, en fait, à chaque fois. Ça, c'est mon mode à moi. D'où l'envie de vouloir créer d'autres summums un petit peu dans d'autres atmosphères, d'autres environnements, d'autres cultures, et puis de le décliner sous dans d'autres territoires. Mais j'aimerais bien garder ce côté un peu mystérieux en fin de compte, quoi. Donc, il faut. Hein. T'es très mystérieux, toi, je trouve.
Ah bon? Ouais. Ouais, je te trouve très mystérieuse. Ouais. C'est pour ça que j'ai. Alors, une journaliste m'a posé la question, mais qu'est-ce que tu dirais toi sur ce qu'a fait Julien? Je sais pas. Julien, moi j'aime bien. C'est un gars que je trouve très très intéressant. J'ai beaucoup de respect pour lui. Ouais, non mais lâche-toi quoi. Ne mets-toi pas en mode psychologique pour savoir. Non, dis simplement. Je sais rien, mais en fait c'est ça, ce côté mystérieux. Il est différent de moi en fait. Et c'est ce que je trouve chouette quand on est différents tous les deux. Ouais, ouais. Mais on a les mêmes passions. Voilà, c'est clair. Et toi, comment tu me vois, toi? Je sais poser la question, c'est la journaliste qui pose la question. Ben, moi, je t'ai connu quand tu as fait l'enduroman. Hein, donc, moi, en fait, j'avais traversé la Manche à sec. Et puis, on m'avait dit, mais pourquoi tu fais pas l'enduroman? Mais je savais pas ce que c'était. Et donc, dès que j'ai tapé enduroman, tu venais de le terminer. Et donc là, ben, les ressources sur Internet, il y a ta vidéo et ton livre. Ouais. Donc, toi, en fait, t'es la personne qui m'a fait découvrir l'enduroman. Un peu plus profondeur. Ouais. Et tu avais la marque aussi, tu avais le record. Ouais. Et donc, tu étais la marque de référence. Et donc, en fait, ouais, quand j'ai préparé l'enduroman, je me suis un peu préparé sur base de ce que tu avais fait. Donc, tu m'as servi de point de repère pour mon premier enduro. Ouais. Et alors, est-ce que j'en ai trop mis par rapport à ce côté mystérieux de l'enduroman? Parce que tu vois, j'ai quand même pas mal documenté. Ouais. Je pense qu'il y a plein de choses encore à écrire, évidemment, que je n'ai pas écrites, mais c'est par manque de temps. Mais ça reste, pour toi, ça n'a pas cassé le mythe de l'enduroman? Ah non, pas du tout, non. T'as juste, pour moi, je pense que t'as juste prouvé qu'on pouvait faire une performance dessus. T'as juste prouvé qu'on pouvait, voilà, que c'était possible d'aller plus vite que ce qu'ils avaient été avant. Ouais. Parce qu'avant, c'était des temps à 90, 100 heures, etc. Toi, c'était 59. Ouais. Et donc, on se dit, ah ouais, il y a moyen d'aller pousser un peu. Et donc, ouais, c'est comme ça. Hein. Si la marque, c'était 90 heures, ouais, on aurait calculé pour faire, je sais pas, moi, 80 ou 70. Ouais. Et quand quelqu'un fait mieux, on se dit, ah, c'est possible. Donc, voilà, voilà, c'est faire découvrir les possibilités. C'est comme ça qu'Aircore évolue. Hein. Ouais, moi je voulais vraiment le mettre dans une dimension plus perf en fait. Je pense qu'il y avait vraiment moyen, même il y avait ce côté justement, aventure, je dirais peut-être toutes les incertitudes, comme si tu vas faire une course, je sais pas, dans le grand froid, et ça reste une aventure à part entière. Mais comme on peut voir, par exemple sur la Yukon, par exemple, t'as Mathieu Blanchard qui fait la Yukon et qui arrive en mode, c'est un performeur, c'est un athlète, et il se prépare comme un athlète sur une épreuve comme celle-ci. Ouais, tout à fait. Même si c'est long, même si là pour le coup il y a du sommeil, il y a sommeil qui est calculé. Pour le coup, là on va plus calculer les choses, puis mettre du fine tuning. Là où on mettait c'est clair, plus gras et gras, c'est pas péjoratif, mais c'est brut quoi. Enfin, c'est le côté brut. Et là, je me dis, c'est pour ça que je me questionne sur soi-même, est-ce qu'on doit rester la conversation là ou pas? De toute façon, on va l'arrêter puisque le temps est précieux et là, on s'est levé un peu plus tôt tous les deux, sachant qu'il y a une journée maintenant qui commence avec ta famille. Donc toi, ton sport, c'est le matin avant la famille, avant le boulot et le soir, tu me disais, tu t'entraînes combien d'heures par semaine en général quand tu es en période d'entraînement, quoi, de préparation? C'est pas énorme, hein, c'est entre 15 et 20. Ouais. T'arrives à les placer le matin, le soir, le midi, pas de pause, non? Le midi, non, pas de pause. Le week-end, c'était sorti un peu plus long, donc c'est vite rentabilisé. Si on s'organise bien, on rentabilise bien, on a les 15 heures constants sur l'année, et jusqu'à 20 heures quand ça prépare. Ouais, très classique. Voilà. Une classique. Ouais. Et des performances qui elles ne le sont pas. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? De rester en bonne santé, d'avoir un corps toujours aussi résilient et d'être toujours plus rapide. Pour l'instant, c'est toujours en pente montante, mais à 41 ans, on s'attend à ce que ça ralentisse peut-être un peu. Il paraît que ça, 25 ans, c'est le pic. Ah ouais, c'est ça. C'est ça, hein, tu le sais, non? Mais ça dépend pour lesquelles filières physiologiques. C'est vrai que je vais plus aller courir un 5 km, une corrida ou des choses comme ça, ou un 8e triathlon, ça n'a aucun sens. Mais en tout cas, sur l'ultra ou sur le format Iron ou ultra, je pense que je suis encore, je m'améliore encore. Ouais. Tiens, en parlant de ref, tu dis 5 km, ta référence, même si aujourd'hui elle est dans le passé, mais c'est quoi tu arrives sur 5 km? J'en ai fait 5, 10, toi les... 5 km, j'en ai fait il n'y a pas longtemps. Ouais. T'as 17,52, je pense. Voilà. Ouais. Donc 10. 10, j'ai jamais vraiment fait à sec. Je dois être à plus ou moins 35, je pense. Ouais. Tu vas un peu plus vite?
Peut-être, Ouais, parce que peut-être. toi, tu faisais de l'athlé, donc c'était plutôt 800. Hein. Toi, tu faisais 800. Alors moi, je faisais vraiment du sprint, ouais, ouais, des choses explosives, ouais. Ouais. Et si on parle de vélo, quand tu fais un Ironman, ça tourne autour de combien sur un pas? Ça dépend évidemment des Quand quand je tourne aux alentours de 9 heures, souvent je fais aux alentours d'entre 4,40 et 4,50 sur le vélo. Ouais. Ouais. T'as déjà fait Roth? Non. Roth, non, ouais. Non. Non. Ça fait partie des... Non, pas spécialement. Si, ouais, ça fait partie du to-do list. Il faut savoir s'inscrire. J'ai déjà essayé 2-3 fois de m'inscrire, j'ai jamais réussi. Ah oui? Ouais, il faut être hyper rapide. Bah donc, ouais, ça fait partie des choses à faire, ouais. Pour essayer de passer en dessous des 9 heures, je pense que c'est le bon endroit. Ouais. 9 heures, Roth, ouais. Et ouais, vraiment, c'était en 2007. Ouais, 2007. Ah ouais? Ouais, j'ai eu la chance de le faire. Ouais. Avec cette côte, comment s'appelle cette côte là? Oui, t'as tout le monde là. Non. Solarberg, non? Ah, je crois que c'est ça. Ouais, alors, je vais pas confirmer parce que j'ai un doute, mais en tout cas, ouais, c'est impressionnant. Au premier tour, au deuxième tour, il y a moins de monde quand même. Ouais. Les tours, ouais, c'est fantastique. Ouais, faut vivre ça. Qu'est-ce que t'aimerais vivre encore là, deux, trois épreuves qui te font vibrer là, que t'as pas encore fait? Bah, c'est sûrement des épreuves. Ouais, j'aimerais bien faire un DK Ironman. Ah ouais, ça te tente. D'aller chercher un temps, ouais. Ça, j'aimerais bien. Des grandes traversées en natation, ça m'attire beaucoup aussi. Tu me parlais du Léman? Le lac Léman, ouais, pourquoi pas intégrer aussi dans un triathlon à créer, pourquoi Fignolet, très bien. Mais des grandes traversées en océan, en mer, pour faire la plus longue distance non-stop. Ça m'intéresserait aussi, mais alors pour que ce soit ratifié, il faut être sans combi. Ouais. Et donc ça veut dire habituation au froid aussi, donc... Mais voilà, ça je pense que c'est mon but ultime, c'est d'avoir un record en eau libre sur la plus longue distance. Tu penses à quoi parcouru. Pour l'instant, c'est un Maltais qui a le record. Et il a 135-140 km non-stop. Presque 60 heures non-stop. Donc c'est des valeurs qui restent dans les valeurs de l'enduroman, mais c'est la même discipline tout le temps. Et c'est sans combi, quoi. Mais donc il y a des mers qui permettent de nager sans combi. En Italie, ou effectivement aux alentours de Méditerranée, il y a moyen. Il faut que ce soit courant neutre. Donc il faut faire aussi bien dans le sens, dans l'inverse, ou bien alors dans un lac, mais ouais. Ouais, donc l'ultra-endurance, t'as à la fois l'Ironman, mais aussi l'ultra-endurance. Ouais. Et le circuit les ultra-triathlons. Ouais. Ça, tu te dis, tiens, ça va se faire un circuit sur une année pour aller chercher un titre, ouais. Ouais. Bah ouais, en DK. En DK, je pense qu'il faut essayer une fois. Ouais. 10 Ironman, ouais. Parce que ça me tente bien, ça. Ouais, parce que sur le circuit, il y a combien? Il y en a quoi, une dizaine d'épreuves, non? Ou j'ai une bêtise? Des cas, non, par an, et en plus, ils n'en font pas chaque année. Hein, donc, les cas, les quintuples, les triples, les doubles. Enfin, en fait, tu as tout le circuit après. Ouais, il y a un circuit, c'est une Coupe du Monde. Hein. Ouais. Et alors, il y a un championnat du monde qui se déroule soit sur un double, soit sur un quintuple, soit sur un DK. Ah ouais. Et la coupe, par d'enchaîner les épreuves là, pour aller chercher la coupe, ouais, ça aussi. Voilà, tout à fait. Donc, il y en a qui font tout. Et qui ont la Coupe du Monde. Ouais. Et puis il y en a qui font le championnat et qui gagnent le championnat du monde et qui est champion du monde. Ouais. Mon foot, quoi. Ouais. T'as Colmar aussi. Colmar, ouais. Bretzel. Ouais, c'est ça. Bretzelman, c'est ça? Ouais. T'as pas fait encore ça? Si, moi, c'est là que j'ai fait le quintuple où j'ai dû arrêter à pied parce que je suis en vélo, mais c'est très belle épreuve, très bien organisée. Ouais. Des meilleurs en ultra, je pense, parce que l'ultra, il faut que ce soit bien organisé. Ouais. Et là, c'est vraiment une épreuve qui est top là-bas, ouais. C'est des sacrés tickets aussi, hein, parce que c'est un budget financier, un budget, s'inscrire, la logistique, et puis même s'inscrire. En gros, les Ironman, c'est cher, mais là, c'est le fait que c'est exclusif et qu'il n'y a pas trop de monde, que c'est une sacrée logistique, donc c'est un budget aussi. Ouais, proportionnellement, si tu prends un DK, tu fais pas l'Ironman x10, mais tu fais x5, quoi, pour un DK, ouais. Et la logistique, ouais, tu dois avoir plein de trucs, hein, donc non, c'est un budget, ça reste du triathlon, ouais. Tiens, pour terminer là-dessus, tu parlais d'alimentation, mais quand tu feras un DK ou un quintuple, au niveau alimentaire, tu changerais ta façon de te nourrir, ou tu resteras encore sur des choses Non, là, c'est vraiment alimentation traditionnelle, il faut manger normal. Hein. Vouloir gagner du temps en prenant un gel au lieu d'un repas complet, c'est une grosse erreur, donc... Au-delà de 24 heures, moi je privilégie bar-gel. Ouais. Et au-delà de 24 heures, c'est alimentation standard, quoi. Riz. Ouais, c'est ça, riz, des repas complets, moi des tartines, des sandwichs, voilà. Ouais. Des choses comme ça, ouais. T'as, dans ta façon de te nourrir au quotidien, des choses que tu manges plus par rapport à... Bon, on peut parler de sans gluten, pas de farine, pas de...
enfin, j'ai pas Ouais, moi j'ai des allergies quand même pas mal. Le gluten, lactose, tout ça, j'évite. lactose, ouais. Et ouais, pas trop de. Pas beaucoup de sucre quand même. Donc moi, c'est plutôt protéines, graisses et ça carbure comme ça, ouais. Ouais. Bah sinon, tu manges avec la famille. Ouais. Sans problème. Ouais. Ouais. Ton plat préféré? Ouais, ça reste les pâtes, moi. Ouais, les pâtes, je pourrais clairement en enfiler. Tu vas au resto, tu manges pas des pâtes quand même des fois. Si, les pâtes, pizza, c'est une valeur sûre, quoi. Tu te fais plaisir avec ça là. Tu t'es pas resté ici, ouais, tu Ouais, j'ai des choses un peu plus exotiques, plus non. Non, raclette fondue, tout ça, pas top, mais pizza, pâtes, c'est bien ça. Ouais. Non, ouais. Bah le resto à mal, pas mal. Hein. Je mange bien. Ici, c'est bien. Je me suis un petit boudin noir hier, peut-être pas mal. Ouais. Et le fil, comment ça s'appelle? C'est le cordon bleu qui est fait maison avec. Ouais. Ouais, costaud. Hein. Ouais. Ça, j'ai déjà pris ça. Peut-être vrai ça, ouais. Moi, tu connais bien ici. Donc, si on veut te rencontrer, on vient à la Rosière, à la montagne, on te croise. Si on veut te contacter, non, ne contacte pas Julien. Il a une vie qui est bien trop remplie. Ouais, ça, c'est compliqué de t'avoir. Hein. Mais c'est entre ton entraînement, la famille, et puis le job, il y a fort à faire. Hein. Ah ouais, c'est clair, ouais. Ouais. Et Philippe, alors, il va bien? Philippe, il va bien, ouais. Bah, c'est mon papa et il prépare l'Ironman du Maryland, lui. Ouais. Il est dans la tranche 60-65 et il est très compétitif, donc il va aussi aller chercher une qualif probablement. Ah ouais, c'est une famille. Bah ouais, c'est et le fiston, alors, comment il voit tout ça? Bah, le fiston, il a 7 ans et t'as vu, il a accompagné sur le summum, là. Ouais. Bah, lui aussi, il fait du triathlon à son niveau dans le club de notre village, là. Et donc, ouais, il adore. Hein. Il joue, quoi. Il joue, ouais. Il joue un jeu. Il joue, ouais. Qui s'amuse. Ouais. Ouais. Et toi aussi, tu t'amuses encore? Ouais, bah oui. Ouais. Ah ouais, moi, je sais pas. Là, je suis au stade où si quelque chose m'ennuie, là, je fais pas, hein, c'est clair. Donc, là, si je le fais, c'est que ça m'importe bien. Ouais. Ouais. Eh ben, rendez-vous donc en Suisse. En Suisse, ouais. C'est quand? Ça fait où? 24-25, je pense. D'accord. Dans ces eaux-là. Eh ben, on va suivre ça sur ton compte Instagram qui est peu alimenté. Au désert. Qui est desserti. Et mais en tout cas, j'ai apporté un peu de contenu là sur ton épreuve. Donc si vous voulez retrouver, je l'ai pas mis d'ailleurs, c'était dans mes stories. Il faudrait juste que je crée les petites capsules là, au haut de mon profil là, pour qu'on puisse retrouver ça, mais je vous le mettrai. Et puis si vous avez des questions sur le summum ou tant d'autres choses, en tout cas, n'hésitez pas, que ce soit le podcast. Ou directement auprès, sur mon compte à moi, Cyril Blanchard. Et puis, s'il y a des questions, je transmettrai à Julien. Ça va. Allez, prends soin de toi, Julien. Allez, famille. Et puis, bon retour en Belgique demain. Ça va. Et content de t'avoir ici. Allez, merci à toi. Merci.